Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 126e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous nos internautes qui nous suivent, bonjour à tout le monde. Et voilà, nous sommes à votre disposition pour pour le 126e, c'est ça? C'est très Exactement. voilà. Et bien sans transition, on va commencer tout de suite par parler du 48e anniversaire de la libération de Konetra. Konetra donc Ouais. en Syrie, qui avait été envahi par Israël en 67. Est-ce que tu peux nous parler à la fois de l'événement puis Oui, des alors commémorations? effectivement, après cette guerre de ce qu'ils appellent la guerre des 6 jours en 67, où une grande partie du Golan où le Golan a été occupé, même Konetra a été occupé, donc, une grande partie de la Palestine aussi, et le Sinaï d'ailleurs ont été occupés par l'agression israélienne en 67. Bon, dans la période en 1973, il y a eu une guerre libératrice qui a été menée donc par la Syrie, l'Égypte et la Jordanie, et donc au cours de laquelle la ville de Kometra a été libérée, ainsi qu'une partie du Golan. Et donc, à cette date, la date d'hier, il y a eu une levée du drapeau syrien à nouveau donc, sur la ville de Konetra. Donc, c'était au temps de Hafez al-Assad, donc le père du président Bachar al-Assad, président actuel de la Syrie. La Syrie célèbre tous les ans justement cet événement de la levée du drapeau syrien sur la ville de Konetra en réaffirmant systématiquement la nécessité et le besoin et la détermination à la libération de la totalité du Golan et le retour donc de la population et du Golan à la patrie syrienne. euh, cette détermination elle est renouvelée tous les ans, mais elle a été aussi renouvelée à l'occasion de cette guerre mondiale, entre guillemets, contre la Syrie par terroristes interposés et qui ont fait, où en fait le sud de la Syrie a constitué aussi un, comment dire, un foyer, je dirais, où les terroristes ont été cachés et où ils se sont positionnés avec l'aide israélienne contre donc toutes les défenses syriennes. Et maintenant, on peut parler effectivement, une fois à nouveau, le sud syrien a été aussi libéré des terroristes. Cet événement reprend beaucoup d'importance à ce niveau-là pour la population, pour le peuple syrien, pour l'État syrien et pour renouveler effectivement l'ensemble de la volonté non seulement de libérer le Golan, mais libérer la totalité des terres syriennes qui sont occupées, que ce soit par les terroristes, que ce soit par les Turcs, que ce soit par les Israéliens et que ce soit par les Américains. Voilà. On a parlé dans le dernier Citrep de l'attaque israélienne sur l'aéroport de Damas, enfin, le dernier en date en tout cas. Mhm. Il y a eu de nombreuses réactions internationales, notamment chinoises, russes, iraniennes. J'aimerais que tu nous parles plus précisément de l'action de la Russie et du discours qu'elle a porté au Conseil de sécurité, si tu veux bien. Alors, en fait, bien entendu, immédiatement, la Syrie a condamné cette agression israélienne et cette violation à la fois de tous les droits, du droit international, une agression militaire contre un aéroport civil qui d'ailleurs risquait de faire périr aussi beaucoup de civils d'une part, et puis
Cette agression a obligé effectivement à détériorer suffisamment l'aéroport pour que tous les vols aient été annulés et déportés sur l'aéroport d'Alep, hein. En fait, les pistes des avions ont été détériorées, certains radars aussi, et donc l'aéroport a dû arrêter ses activités. C'est très grave au niveau c'est très grave. C'est une agression et une violation non seulement de la charte de l'ONU, mais de tous les droits des civils, tous les droits de guerre aussi. Donc voilà. Là, il y a eu, en plus donc de la condamnation syrienne, bien entendu, qui a été portée donc à l'ONU et au Conseil de sécurité. La Russie a aussi soutenu la Syrie dans cette condamnation. La Russie a porté donc au Conseil de sécurité, comme la Chine d'ailleurs, mais la Russie de manière je dirais, plus déterminée, la condamnation de cette agression israélienne contre la Syrie, et puis la nécessité de sanctionner, en fait, d'arrêter ce type d'activité d'Israël, qui est en train de violer aussi toutes les lois. Et la Russie affirme aussi que ce type d'agression menée par Israël doit s'arrêter et doit être condamné par la totalité de la communauté internationale. C'est très grave. C'est pas seulement très grave, il faudra que Israël arrête en fait, ces violations de tout l'ensemble du droit international. La Russie a aussi affirmé que de toute façon, Israël fait ça parce qu'elle est soutenue par les Américains et que la stabilité de la région, et ceci porte un coût important à la stabilité et à la paix dans la région du Moyen-Orient, que de toute façon, il est important que les États-Unis aussi se retirent de cette région du monde, parce que sa présence ne fait qu'apporter aussi un maximum de déstabilisation et de perturbation dans la région. De la même manière, la Chine a aussi condamné cette agression contre l'aéroport de la Syrie. L'Iran a bien sûr aussi condamné, et bien sûr l'ensemble des organisations palestiniennes et l'ensemble des pays. L'Algérie a bien sûr condamné aussi. Tous les pays arabes ont condamné cette agression contre l'aéroport civil en Syrie et son endommagement. Alors, au dernier CITREP, on avait parlé de la visite du président de la l'AIEA, l'Agence sur la sécurité nucléaire, en Israël, alors que Israël n'est pas pays signataire de l'AIEA. Absolument. Tu mentionnais en préparant cette interview qu'il y avait Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui avait fait une visite récemment en Iran. Et donc il est question de coopération militaire accrue. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, effectivement, coopération militaire, pardon, excuse-moi, c'est entre la Russie et la Syrie, mais il est question de coopération accrue de toute façon entre l'Iran et la Syrie. L'Iran et la Russie, pardon. L'Iran et la Russie, oui. D'abord, le fait effectivement que le responsable de l'AIEA modifie son rapport et puis prenne les desiderata israéliens dans son rapport paraissent complètement impensables.
à l'échelle internationale. Israël ne fait pas partie du tout des pays qui ont signé avec la IEA. Israël est un pays nucléaire qui a aussi euh, plus de 300 têtes de missiles nucléaires dont on ne parle jamais. Alors, on ne sait pas pourquoi on ne parle pas. C'est un pays nucléaire au contraire, qui est agressif et qui menace effectivement non seulement la région, mais qui menace le monde. Qui est un facteur de Euh, guerre qui n'est pas un facteur de paix, ouais, c'est c'est un sûr. facteur de guerre qui est très, très violent, très, très existant. On n'en parle pas du tout. Alors qu'on s'attaque de manière systématique à l'Iran, qui n'arrête pas d'affirmer que de toute façon, son programme nucléaire est un programme pacifique et l'ensemble des activités nucléaires sont pour des activités de recherche de la médecine, etc., plus pour le bien-être que pour la guerre. Donc, ça, ce sont quand même des points qui sont très importants à se rappeler systématiquement et que le fait bon, que cette organisation ait condamné, soi-disant, les activités en disant que les activités, que l'Iran ne respecte pas ses engagements en mentant. Voilà, a fait que la Russie a effectivement soutenu l'Iran dans ses réactions et exige aussi que la IEA se tienne à une égale distance aussi bien des États-Unis que de l'Iran et qu'il juge correctement, alors que pendant des 17 rapports précédents où on faisait l'éloge de l'Iran qui respectait parfaitement ses engagements, ben là, tout d'un coup, on dit, et après la visite à Israël. Donc, en fait, tout ceci va dans le sens de vouloir arrêter les accords entre les États-Unis, où Israël cherche à faire arrêter les accords entre les États-Unis et l'Iran, donc l'accord sur le nucléaire iranien, pour lequel, je rappelle, Israël n'est absolument pas d'accord. L'entité sioniste non seulement n'est pas d'accord, elle essaye de le combattre par tous les moyens en faisant toujours des problèmes dans la région pour influencer l'opinion américaine. Donc là aussi, la Russie a trouvé, voit quand même à quel point les États-Unis sont complètement euh, soutiennent complètement toutes les agressivités et toutes les agressions de l'État de l'entité sioniste. De ce fait, donc, la Russie aussi dit que de toute façon, là, les États-Unis doivent se retirer de la région. Il y a eu une attaque de l'aviation russe contre la base Al-Tanf, qui est aussi la base américaine en Syrie. Hein. J'ai pas bien Euh, compris, ce sont des avions russes qui ont bombardé la base américaine de la TEMF? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce sont des avions russes Russes, qui mais ont pilotés par des Russes? C'est la Russie? On ne sait pas? je ne sais pas, mais les avions russes, ils sont pilotés par les Russes. Oui, bah, parce que, enfin, avion russe, c'est pas un avion de fabrication russe, c'est un Ah avion. oui, oui, d'accord, d'accord. Non, non, mais c'est aviation russe. Je ne sais pas plus. Moi, c'est une aviation. Quand je dis c'est une aviation russe, c'est une aviation avec le drapeau russe. C'est D'accord, pas oui, oui. fabrication C'est pas russe. juste un Sukhoi, etc. Non, D'accord, non. ok. Mais c'est une information Donc, majeure, ils ça. ont J'avais pas noté ça bombardé. quand on préparait l'interview. Je pensais que Oui. j'avais noté que la base américaine de la TEMF avait été bombardée, mais pas. Elle a été bombardée, oui, et c'est ça. Et tu as la source, on Et mettra puis, en, d'ailleurs, ils n'en ont pas parlé, les Américains. C'est Mhm. aussi ça. On mettra la source de cette information en description de la vidéo. Bah, la source, c'est Al-Mayadin, en fait. Mhm. D'accord, Ouais. bah, on le mettra en lien. Tout à fait. Mm. Et Ok. puis, il y a eu, donc, Donc, tu parlais suite à ça, de, pardon, excuse-moi de te couper, de la coopération militaire accrue entre la Russie et la Syrie. Et tu m'avais mentionné plusieurs voilà, c'est choses. pour ça que je dis suite à ça, il y a eu des manœuvres communes russes.
il y a eu un travail, euh, comment dire, commun, militaire, des actions militaires communes dans le désert syrien, donc à l'est de Palmyre, pour bombarder aussi des positions de Daesh et des éléments de Daesh qui ont été entraînés aussi dans la base Al-Tanf. D'accord. Euh, d'après des documents russes qui ont été effectivement donnés, livrés à l'armée arabe syrienne, qui montrent que ces éléments ont été entraînés dans la base Al-Tanf, sont partis de cette base aussi vers le nord est de la Syrie pour endommager et dynamiter des installations, comment dire, des installations pétrolières dans le nord-est de la Syrie. Donc, ces terroristes ont été effectivement anéantis avant d'arriver à leur fin. Alors, il y a eu Donc, aussi ça, l'agression, c'est important. il y a eu Il l'agression y a d'un eu bus de ceux-là. Il y a eu une agression aussi de la part de Daesh contre un bus de militaires syriens. Il y a eu des morts et des blessés. Il y a eu plus de 14 morts, je crois. Ça, c'était également Et dans le désert syrien, hein, c'est ça? toujours dans la même région, oui. Et en même temps, dans la région nord de la Syrie, il y a des actions militaires communes russo-syriennes contre les terroristes qui sont soutenus par la Turquie. Mhm. Donc, dans la ville de Ain Tamar, dans les alentours, en fait, ou les bourgs qui relèvent de la ville de Ain Tamar où les Turcs continuent leur agression contre la population civile syrienne. Et Mhm. donc là, on voit qu'il y a effectivement une activité militaire et politique, je dirais, syrienne et russe beaucoup plus Alors, déterminée tu me parlais également face aux de, différentes occupations. tu me parlais également de parachutistes, des largages de parachutistes communs Exact, russo-syriens. exact, oui, tout à fait. Donc, il y a eu Ça, c'était dans le effectivement des nord-est. manœuvres. Tout à fait. D'accord. Donc, en fait, tout ceci montre que cette décision de renforcer effectivement la coopération et l'action militaire contre tous les occupants en Syrie a été menée. Il y a un renforcement entre les Russes et les Syriens pour la libération de la Syrie des terroristes et de tous les occupants, surtout des occupants américains qui n'ont pas à être là et les occupants turcs qui n'ont pas non plus à être là, alors qu'ils ont été appelés à plusieurs reprises à se retirer, à reprendre, à respecter le droit, à respecter les accords d'Astana, d'ailleurs, dont encore une version nouvelle a eu lieu le mois dernier, donc, ou ce mois-ci. C'est vers le 16 juin. Elle a eu lieu, les nouveaux accords d'Astana, où il y a eu à nouveau une affirmation du respect de la souveraineté de la Syrie, du respect de l'unicité de son territoire, de l'unicité de sa population, que la Turquie ne respecte toujours pas, Mhm. alors qu'elle avait demandé des délais, des délais, des délais. Et la Turquie Et ferait bien de méditer ce qui est arrivé après le non-respect des accords de Minsk pour l'Ukraine, parce que la ah oui. Russie aime bien qu'on respecte ces accords. Alors, on va parler donc ça c'est l'axe de la résistance, hein, toujours qui se renforce. Poutine va bientôt se rendre lui-même à Téhéran Mhm, prochainement et tout à toujours dans le fait. même esprit donc il y a Ismaël Haniyeh qui est donc un des responsables du Hamas Mhm, qui a rendu visite à Nasrallah au Liban.
Donc, Alors, en fait, oui, ce que je voudrais dire aussi, en fait, tout ça, c'est lié à l'agression israélienne en ce qui concerne la mer, en fait, et les frontières des puits de pétrole, etc., mhm, où les Israéliens ont dépêché un bateau grec d'une compagnie connue pour faire ça, et ils sont allés à vouloir exploiter tout de suite le gaz du puits de Karish, qui est sur les frontières Gaza-Liban. Hein. Et alors, d'abord, c'est une violation de tous les droits des Palestiniens, puisque les Palestiniens sont complètement exclus même de l'exploitation de leur propre richesse, et qui est pillée par les Israéliens, chose à laquelle, selon le droit international, un occupant n'a pas à piller les richesses du pays occupé. Bon, c'est une violation. La deuxième, c'est violation aussi au niveau du puits Karish, hein, de la souveraineté libanaise, puisqu'ils commencent déjà à vouloir extraire les gisements où la frontière n'a pas été délimitée, où d'ailleurs l'arbitre pour délimiter les frontières, les ces gisements. frontières est nommé, décidé, est un Américain, Mhm. Hochstein, il s'appelle, est un Américain qui est américain et israélien d'ailleurs, il faut le savoir, et que bien sûr il est en train de biaiser l'ensemble des frontières de manière à ce que Israël puisse s'approprier la plus grande partie du puits. Mhm. Et donc, en fait, moi, je voudrais remettre ça dans l'ensemble, dans l'image ou dans le paysage international, Mhm. où Israël cherche à avoir effectivement même les ressources, à pomper les ressources de la Méditerranée avec l'accord de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, etc. Ces pays qui sont aussi dépêchés par les Américains pour la création d'une coalition OTAN Moyen-Orient, là, Mhm. pour aussi s'approprier les richesses de la Méditerranée, les richesses libanaises et palestiniennes, et peut-être l'ensemble des richesses de la Méditerranée. Donc, Mhm. un front d'agression face effectivement à l'occasion, je dirais, de l'embargo sur la Russie et sur le pétrole russe et le gaz russe. Alors je voudrais Donc, revenir sur deux choses que voilà. tu as dites qui nous semblent très importantes. Déjà, tu as mentionné ce fameux OTAN moyen-oriental, une armée donc similaire à l'OTAN qui serait composée notamment d'Israël et de l'Arabie Saoudite, mais pas seulement, hein, puisque je crois que c'est un responsable saoudien qui en avait parlé, tu mentionnais ça tout à l'heure, et qu'il Un était question... responsable jordanien, c'est Jordanien, la pardon. Jordanie. Voilà, ouais, Jordanien, et aussi. parce qu'il est question justement que Mm, l'Égypte et la Jordanie fassent partie de cet OTAN moyen-oriental. Et exactement. tu me précisais en préparant l'entretien que c'était pas du tout populaire en Jordanie auprès de, bien sûr, de la population. Mm, Donc tout c'est à pas quelque fait. chose de, c'est pas fait encore. On va voir, mais Mhm, on voit mhm, bien effectivement qu'il y a des blocs qui se forment et qui se renforcent d'un côté comme de l'autre, malheureusement. mm. Euh, et le gaz, effectivement, Israël qui cherche à exploiter du gaz de partout, et en plus qui essaie de prendre la place un peu de la Russie en tant que fournisseur de gaz de l'Union Européenne, puisque là, pour le De coup, c'est moi l'Union qui te le européenne. précisais en préparant l'entretien, qu'il y avait la signature d'un accord entre l'Union Européenne, l'Égypte et Israël, pour qu'Israël Mm, puisse fournir du gaz à l'Union Européenne via la Méditerranée. mm. Et donc c'est l'Union Européenne qui propose ça à ses États membres. Et donc l'accord vient d'être signé. Donc ça c'est Il faut savoir que l'article tout du cela se Maïdan. fait sous la direction des Américains, Mhm. hein, puisque les États-Unis sont aujourd'hui en train de s'activer pour trouver effectivement un fournisseur de gaz et de pétrole à l'Union européenne pour l'éloigner
comme ils disent, et de la Russie, puisque jusqu'à présent, ils exigent à ce que tous ces pays européens rompent leurs relations avec la Russie et rompent complètement tout échange commercial, surtout en matière d'énergie et en matière aussi de blé et de céréales, avec la Russie. Donc, ils essayent de trouver un autre fournisseur. De ce fait, ils n'arrêtent pas de faire pression sur les pays arabes, sur Israël, mais aussi les pays arabes qui ont, euh, comment dire, normalisé, entre guillemets, qui ont fait des relations avec Israël. Donc, c'est l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, elle n'a pas encore officialisé ses relations avec l'État sioniste, avec l'entité sioniste, mais beaucoup de choses se font sous la table pour l'Arabie saoudite et en Plus ou moins fait, sous la table on d'ailleurs. soupçonne quand même que c'est déjà fait. C'est plus ou moins sous la table, Il y effectivement. a quand même des rencontres officielles même. Voilà. Il y a beaucoup de plus en plus de rencontres officielles. Exactement. Alors, on voudrait placer aussi le tour d'horizon ou la visite de Biden au Moyen-Orient dans ce contexte-là, puisqu'il va rendre visite à l'entité sioniste, il va rendre visite à l'Égypte, il va rendre visite à la Jordanie. Oui, parce qu'il y a un accord militaire hein, Il y a eu qui est en train de signer ou effectivement qui a en été signé. préparation, effectivement, un accord qui a été signé avec l'ambassade américaine, avec l'ambassadeur américain, entre le roi Abdullah et l'ambassadeur américain, qui transforme effectivement la Jordanie en base militaire ouverte à toute la volonté américaine, c'est-à-dire que c'est ouverture du ciel, ouverture de la capacité ou même autorisation à se déplacer sur le terrain en Jordanie et même d'aller à partir de la Jordanie agresser d'autres pays. Donc ça, c'est très grave hein, et le peuple jordanien refuse complètement, bien entendu, ces accords. Le peuple jordanien est un peuple qui est très patriotique, hein, qui est très proche aussi de la Syrie. Je voudrais rappeler quand même que pendant toutes ces années, ces 11 années de guerre qui ont été menées où a été agressé la Syrie, il y a eu énormément de délégations populaires et politiques jordaniennes qui sont venues en Syrie pour assurer le peuple syrien et l'État syrien de leur solidarité avec la Syrie et de leur refus de toute cette agression et refus aussi du rôle que jouait la Jordanie ou l'État jordanien, je peux dire, dans l'organisation ou même dans leur manière de donner un abri et même à la chambre d'opération MOC qui dirigeait effectivement les terroristes en Syrie. Donc, qui était composé à la fois du Mossad, des Américains et des Britanniques. Mais on sait que le roi jordanien n'a absolument a les pieds et les poings liés au gouvernement britannique. Hein, et donc, il est obligé, il obtempère. Il n'a pas la liberté ni la souveraineté totale. Voilà. On a parlé du gaz que l'Israël pille à droite et à gauche. Je voudrais mentionner une petite anecdote puisqu'on parlait du gaz russe, effectivement, dont l'Europe est en train d'essayer de se passer sous du gaz et pétrole russe. Alors sous injonction américaine, alors que les États-Unis, dans le même temps, ils augmentent leurs achats en pétrole russe. Et ça, c'est fait ce que je dis, c'est pas ce que je fais. Et ils ont alors, doublé leurs achats.
Petite effectivement. anecdote qui montre bien l'absurdité de nos gouvernants européens. L'Inde raffine du pétrole russe et le revend à l'Europe. Alors ça c'est quand même assez fort, c'est-à-dire que l'Europe qui pourrait acheter du pétrole en direct à la Russie préfère le payer plus cher et que ça passe Mm. par l'Inde, raffiné par l'Inde. En fait, oui, ça c'est une parmi les multiples mesures ineptiques et décisions ineptiques prises par l'Union européenne sous, je dirais, sous sanction américaine, hein, et puisque, en fin de compte, la vraie sanction, c'est l'Europe qui la paye. Et donc, il faut que l'Europe accepte soit de payer tout ce dont elle a besoin, le double ou le triple, quitte à affaiblir sa population, à affamer son peuple, à appauvrir toutes ces classes À sociales. créer artificiellement Et une inflation voilà, délirante, hein. pour faire plaisir aux Américains, donc en payant le gaz le double, plus cher, les céréales plus cher, en ne vendant pas non plus même sa production à la Russie, donc en se créant une véritable crise économique, et tout ça pour, je ne sais pas si c'est pour les beaux yeux des Américains, mais en réalité, c'est ça, c'est pour plaire aux Américains. Et ils appliquent donc toute une politique de suicide, hein, d'auto-suicide, hein, en fait, vraiment, sur le plan économique, pour appliquer la politique américaine qui vise à maintenir l'hégémonie américaine sur le monde, en Oui, fait. parce qu'on accuse la Russie de tous les maux, mais en vrai, là, il y a eu une rencontre entre Zelensky, je crois, et le président de l'Union africaine, Macky Sall, le président sénégalais. Et, euh, et donc, ce qui a été demandé à Zelensky, c'est de déminer déminer le port d'Odessa. Parce que pourquoi il n'y a plus d'exportation aussi de céréales? Bon, les Ukrainiens, Ce sont ils ont, les Ukrainiens qui bah, l'ont miné, bah, bien sûr, effectivement. les Russes, ils ont aucun intérêt à bloquer les céréales pour se mettre à dos la Voilà. population du monde. En vrai, évidemment que certains ports et certains voies de fer, à mon sens, hein, je n'y suis pas sur le terrain, ont été Mm, sans doute bombardés dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que dans une guerre, bah, c'est connu, quand on recule ou autre, ou quand on veut gêner les troupes adverses, bah, on détruit un port, enfin pardon, on détruit un pont, on mine une mm, voie de chemin de fer, ça a dû être fait dans les deux sens. Par contre, ce qui est de bloquer les ports, le port d'Odessa, c'est connu depuis un certain temps, mais là ça a été redit par l'Union africaine. Ce sont bien les Ukrainiens qui ont miné le port d'Odessa et qui empêchent les exportations de sortir, notamment les céréales. Moi, je voudrais dire quand même, en réfléchissant 2 secondes, la Russie n'a pas du tout intérêt à bloquer ses exportations dans le monde entier. La Russie, au contraire, elle a tout intérêt à ce que ses exportations continuent dans le monde entier. C'est d'une part. Donc, sans avoir à avoir des considérations humaines, humanitaires, etc. Et ceux qui mettent des sanctions contre la Russie, ce sont les Américains, qui veulent absolument bloquer toute exportation et qui obligent des pays de rompre leurs relations avec la Russie. De ce fait, en fait, effectivement, ils donnent ordre à Zelensky et ses sbires nazis, je rappelle encore, hein, de miner les ports pour empêcher effectivement les exportations russes, hein, qui vont vers le monde entier, même les pays donc, Alors Odessa, qui c'est n'ont plutôt pas voulu Odessa, c'est nécessairement. Odessa, excuse-moi de te couper, c'est plutôt les exportations ukrainiennes. Oui, oui, non, mais c'est les exportations ukrainiennes et aussi, ils disent que ce sont les Russes qui les bloquent, en Hmm. fait. Alors que ce Mais n'est pas le cas. c'est vrai que tu as raison. Merci de rappeler que c'est quand même un port ukrainien et que pour moi, Odessa, il est déjà sous domination russe, en Oui, fait, parce en que réalité. peut-être il le sera bientôt sous contrôle russe. Oui, non, mais c'était là où se déroulaient les combats, si tu veux, pour justement la domination de ce port. Et effectivement, comme la Russie avait une certaine
présence à Odessa. Ils ont voulu montrer que c'était la Russie qui bloquait. Mais en fait, c'est pas la Russie qui bloque. Tout à fait. Voilà, Eux, ils contrôlent les mers qui sont au large d'Odessa. Alors, je voudrais parler, exactement. puisqu'on parle de la Russie, de deux faits qui m'ont interpellé ces dernières Hum, semaines. Le cas de Kaliningrad, cette tout enclave à fait. russe qui est sur la Baltique. Donc une enclave, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de territoire contigu avec la Russie. Entre la Hum, Russie, pour aller de la Russie donc à Kaliningrad, il faut traverser, si je ne me trompe pas, la Biélorussie et la Lituanie. La hum, Biélorussie n'est pas un problème pour la Russie. Par contre, la Lituanie a mis en place un embargo, un blocus en fait, sur certains produits. Donc c'est un blocus. hum. Et puis ils n'arrêtent pas d'augmenter les produits qui bloquent. Donc la liste est de plus en plus longue. Il y a maintenant l'alcool notamment. Je ne sais pas si ça va créer des émeutes à Kaliningrad. En tout cas, c'est un problème très très sérieux parce qu'en fait, au regard du droit international, un blocus, comme on l'a déjà rappelé dans le cadre de la Syrie et d'autres pays, un blocus c'est tout simplement un acte de guerre dans le sens du Absolument. droit international. Donc, quelque part, la Russie serait légitime à désenclaver Kaliningrad. Qu'est-ce que ça voudrait dire désenclaver? Ça voudrait dire installer à minima un corridor militaire de peut-être de 30-40 Mhm, km, 30-40 km autour de la voie de chemin de fer qui va à Kaliningrad. hum. La Lituanie, alors je ne sais plus quel est son statut par rapport à l'Union Européenne, mais je pense que ça crée encore plus de désordre et c'est ce que cherche un peu l'Union Européenne via la Lituanie. Ben, je crois que c'est surtout une provocation après l'autre, hein, avec c'est la Lituanie et la Pologne, ça lie en fait à la fois pour multiplier les provocations contre la Russie, contre la Biélorussie aussi. Donc là, la rencontre aussi du président biélorusse avec la Russie où ils affirment et confirment effectivement leur alliance dans cette, et leur soutien l'un à l'autre sur le plan à la fois politique, économique et autres, et militaire aussi. Donc, effectivement, la Biélorussie fait état d'une multiplication des provocations polonaises, que la plupart des mercenaires qui sont venus faire des attentats aussi, etc., étaient plutôt des Polonais. Voilà, donc la Biélorussie se voit exposée aussi de la même manière à des provocations des bandes Azov et autres, hein, et des bandes polonaises qui viennent aussi nazies et qui viennent de Pologne. Mhm. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un vrai problème, mais là, ces provocations, ils veulent complètement mener à la guerre. Mais là, il y a quand même, il est important de réfléchir, je dirais, pourquoi ces provocations, pourquoi vouloir aller jusqu'à la guerre. C'est les États-Unis qui n'acceptent absolument pas ce passage à un monde multipolaire, qui n'acceptent pas la montée de forces importantes comme la Chine, comme l'Iran, comme la Russie aussi. Ils sont prêts à aller vers une guerre nucléaire alors qu'ils se pensent loin, comme ça a été dans les deux premières guerres mondiales qui se sont déroulées sur sur le sol européen, en fait. Hein. Et les États-Unis étaient bien sauvegardés et préservés puisqu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ça, c'est d'un Et point de vue là, le européen, hein. Et problème, c'est que il faut ce souligner, n'est plus le Aïssar problème. Maïdani, quand même, que les États-Unis ont une frontière commune avec la Russie. Et qu'on peut Aussi, on peut oui, aller de la maintenant, Russie oui, aux États-Unis exact, quand il fait par le très nord. froid et que la mer est gelée. Oui, On par peut le pôle passer. nord. Voilà. Par le pôle Exactement, Nord, par le détroit de Bering. exactement, Et, exactement. donc, je ne sais pas s'il y a des installations militaires nucléaires au niveau du Kamchatka, au niveau de l'extrême est, la Russie, de la Hum, Fédération de Russie. J'imagine qu'en Alaska, il doit y en avoir des installations militaires américaines, ce serait logique. hum, Mais hum. ça pourrait être un point chaud, effectivement, en cas de guerre ouverte Oui, entre la Russie oui, et les États-Unis, ce qui n'est pas souhaité. oui. Ceci dit, sur le plan économique, les États-Unis combattent avec le sang des Européens, avec Oui, le sang tout à fait. des gens de l'Union européenne, en imposant tout un tas de choses complètement ineptiques à l'Union européenne.
tout à fait. C'est ça qui est fou. Bon. Donc, c'est pas les États-Unis qui seront affamés, c'est pas les États-Unis qui auront froid, La et c'est première pas les ligne, États-Unis qui vont manquer de fuel et de gaz. Hein. oui, la première ligne elle se situe bien en Europe et tu as C'est raison de le l'Europe, souligner. tout à fait. Tout Oui. à fait. Alors, il y a également le cas de la journaliste germano-russe Aline Lip, qui est à mon avis intéressant à mentionner. Je vais vous lire le début de l'article Que que je j'ai trouvé. salue d'ailleurs, je voudrais la saluer et je voudrais lui dire tout notre soutien. Alors là, je te laisse continuer. Donc, c'est un article du Média en 442 qui mentionne que donc la journaliste Annie Lip, installée à Donetsk dans le Donbass depuis l'automne dernier, couvre le conflit russo-ukrainien en tant que journaliste indépendante. Et ce n'est pas au goût du gouvernement allemand car Alina Lip est très populaire, donc elle a 167 000 abonnés sur sa messagerie Telegram. Elle est même parfois reprise par des sites d'information. Euh, et elle qualifie donc de génocide l'action qu'a menée le gouvernement central ukrainien dans le Donbass depuis 2014. Et pour ça, elle risque jusqu'à 3 ans de prison ferme. Elle vient de recevoir une lettre. Et loin de s'arrêter là, le gouvernement allemand a décidé de fermer ses comptes bancaires ainsi que ceux de son père afin d'assécher ses revenus. Voilà, donc c'est complètement intolérable en Europe de l'Ouest que les journalistes soient traités de la sorte. Et donc voilà, je voulais te faire réagir par rapport à ça. Alors, bon, moi, je voudrais réagir d'abord. Ces pays qui se disent démocratiques et qui se disent défendant la liberté d'opinion, qui, je rappelle, ont commencé par bloquer toutes les voies de communication de la Russie, d'une part. Donc, ils ont fermé Press TV, ils ont fermé Sputnik, ils ont licencié tous les journalistes de ces canaux, je dirais, d'information. Qui sont en train de persécuter même les journalistes d'investigation qui sont indépendants et qui sont sur le terrain, qui ramènent le vrai écho du terrain. Là aussi, ils continuent à les interdire. Ils ont voulu les interdire, mais comme il y a la possibilité qu'ils soient écoutés par les médias alternatifs, ils sont en train de resserrer les taux sur eux. Et là, c'est pas seulement persécuter, c'est en fait carrément empêcher de vivre. Hein. C'est une sentence de mort quand on dit on met la main sur l'ensemble des comptes des uns et des autres, et puis après, il taxe de crime ce qu'elle fait. Et moi, ce qui Je m'a voudrais frappé à rappeler quand même, Aïssar Medine, ce qui m'a frappé, c'est qu'aussi, il gèle les comptes bancaires du père. Alors là, ça me fait penser aussi en plus, ce que font les Israéliens avec les Palestiniens par rapport à ceux qui considèrent les les terroristes, Israéliens, je veux dire, les Iraniens, pardon, aux Israéliens. Palestiniens, et ils détruisent parfois Tout à les maisons fait, de la famille, c'est-à-dire que les parents prennent cher aussi, exactement. même des Ce activistes. sont des actions nazies, effectivement, des actions fascistes, hein, de type fasciste. Et en Israël, Ça d'une effectivement, part. il y a Et eu puis, le n'oublions pas, meurtre. Il y a eu le meurtre de la journaliste il n'y a pas très longtemps en Palestine-Israël. absolument, absolument. Alors, n'oublions pas quand même Julian Assange, Oui, le sort qu'ils lui ont fait, parce que tout simplement, il dit la vérité, il édite des choses qu'ils n'ont pas envie que les gens sachent, connaissent. Donc, et Anne-Laure là, Borel aussi. je Anne-Laure Borel, voudrais quand même rappeler en France, a été la, ennuyée aussi. Je ne sais pas si tu sais. Anne-Laure Borel a été ennuyée donc suite à l'affaire qui est sortie par rapport à la journaliste germano-russe. Anne-Laure oui, Borel a fait un post, un tweet, pardon, où elle ouais. explique ses comptes ont été gelés par Oui, la Société mais Générale pendant un mois et demi en pareil, décembre. Christelle Néant, pareil. Mais je voudrais quand même rappeler tout le sort qui est fait aux journalistes palestiniens. Donc, Shirin Abu Akleh qui a été Assassinée. tuée, qui a été l'autre, même une semaine ou 2 semaines plus tard, une autre journaliste a été tuée aussi à bout portant. Enfin, ce sont des crimes contre l'information, contre l'humanité, contre le droit des peuples à être informés, en fait. C'est ça.
Et là, bon, bah, ils continuent quand même à se dire démocratique sans aucun problème, hein. C'est ça qui est dingue. Mhm. Et donc là, on peut effectivement dire à tout le monde de se soulever. Moi, je voudrais quand même apporter toute ma solidarité à tous les journalistes, hein, qui se battent pour la vérité. Je voudrais aussi rappeler qu'en Syrie, il y a eu plus de 35 journalistes qui ont été tués aussi par les terroristes, hein, des journalistes de la télévision syrienne et qui rapportaient la vérité face à tous ces médias mensonges systématiques, hein, qui sont des médias mainstream et de tous ces grands groupes oligarchiques qui cherchent à étouffer les vérités et à étouffer les vrais crimes que commettent les oligarques et les grandes sociétés et les pays qui veulent dominer et exercer leur hégémonie sur le monde entier. En fait, c'est les États-Unis et l'OTAN. Alors, Donc, j'en profite pour mentionner qu'à la rentrée, avec d'autres, on prépare le lancement d'une nouvelle structure qui va s'appeler la chaîne citoyenne, qui sera à la fois un média indépendant, alternatif et citoyen, mais également une chaîne humaine. La chaîne citoyenne, ça va être un réseau d'entraide, notamment pour les lanceurs d'alerte et les lanceurs d'avenir. Les lanceurs d'alerte qui sont comme ces journalistes en première ligne et qui parfois perdent tout, hein. Ils peuvent perdre leur emploi, leur famille, leur logement. C'est des situations très dures, hein, qu'on vit quand on est lanceur d'alerte. Donc on va essayer de faire une structure, enfin on va monter une structure qui va essayer et de ces leur venir en aide. journalistes qui Pardon. sont coupables de vouloir propager la vérité. C'est ça. Voilà, et donc Bon, alors donc nous les saluons tous, hein. une Et autre nouvelle moins puis, réjouissante par contre, sans transition, c'est que hum, l'Union Européenne et les Big Tech, donc les GAFAM, les géants du numérique, s'associent pour lutter contre la désinformation. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut lire à l'envers, hein, ce genre de titre. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils veulent augmenter leur oui, propagande, notamment en faveur de l'Union Européenne et de l'OTAN, et des États-Unis et d'Israël. Voilà, donc, mais bon, on est de la et ce qu'on génération appelle numérique. GAFAM, ce sont tous les médias Google, tous Apple, Facebook. tous les, voilà, c'est tous les grands de l'informatique internationale américaine, je dirais, qui détiennent aussi les moyens de communication. Alors, au Texas et en Californie, il y a des députés, c'est ce que tu m'apprenais en préparant cette interview, Voilà, tout à qui ont fait. des velléités indépendantistes. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Ils ont exigé, en fait, ils ont présenté à l'État la nécessité de faire un référendum au niveau du Texas comme au niveau de la Californie, lequel référendum pourra servir à savoir si la population a toujours envie que leur État fasse partie des États-Unis ou qu'il aille vers l'indépendance. Donc ça, c'est un début, je dirais, qui est intéressant à suivre, hein, puisqu'il présage de l'effondrement, effectivement, de l'intérieur, du craquellement, je dirais, des États-Unis. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a une grande division dans cette société suite au règne de Trump et suite aussi aux élections qui ont amené Biden au pouvoir et qui ont été jugées trafiquées et volées de la part de ceux qui soutiennent Trump et donc et qui continuent leurs actions et qui n'en démordent pas, qui veulent reprendre le pouvoir. Donc, je pense que ça, c'est une des conséquences et c'est je dirais, voilà, affaire à suivre. Mhm. Ça me- Alors, il y a un élément dont j'ai oublié de parler quand on a parlé tout à l'heure du renforcement de l'axe de la résistance, notamment au Moyen-Orient. C'est la rencontre entre le premier ministre irakien et le président iranien qui a eu lieu récemment. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, je voudrais, avant ceci, quand même rappeler qu'il y a eu aussi une rencontre très, très importante dans le cadre de l'axe de la résistance
des dirigeants palestiniens Haniyeh avec le Hezbollah, où au cours de cette réunion, je dirais, au cours de cette rencontre, il y a eu aussi réaffirmation de l'ensemble de la détermination à la fois pour continuer la lutte, pour aussi lutter contre cette hégémonie ou ces agressions systématiques israéliennes face à la population, pour la défense pour la défense de Jérusalem, de sa population, pour aller vers quand même la libération totale de la Palestine. C'est un point très très important dans lequel aussi le Hezbollah affirme son soutien à la résistance palestinienne et vice-versa. Donc, et surtout dans la lutte contre l'agression israélienne ou le vol israélien des ressources, hein, à la fois libanaises et palestiniennes. Il faut savoir que le puits de gaz qui est dans la Méditerranée, il est en face de Gaza, en fait, et donc il appartient au peuple palestinien et pas du tout et Israël n'a absolument aucun droit à fouiller là-dedans, et encore moins dans la partie libanaise de Karish, donc du puits Karish. Donc ça, c'est très important. Et puis, donc, suite à cela, effectivement, il y a eu c'est pas lié, mais c'est de toute façon une rencontre avec entre donc Premier ministre irakien. Le président Iranien. oui, le premier ministre irakien et le président iranien, au cours duquel donc le premier ministre irakien, donc lui qui revenait de la rencontre avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui affirmait et la Jordanie, qui affirmait que l'Irak tient à avoir d'excellentes relations avec tous les pays de la région, que l'Irak tient aussi à d'excellentes relations avec l'Iran, et il y tient, puisque c'est un voisin de qualité et qu'il y a une très grande interpénétration à la fois de leur économie, et de leur coopération, qu'il y a eu... même de leur culture, on peut dire aussi. Voilà. Et donc, dans cette même réunion, donc, et que les deux pays tiennent à ce que les relations avec l'ensemble des pays de la région soient bonnes. Le président Raisi a affirmé que bon, l'Irak est un pays voisin, ami et cher, et que de toute façon, ils tiennent aussi effectivement à continuer les rapports, voire à étendre effectivement les rapports économiques et sociaux, et qu'il y a eu une initialisation d'un grand projet de voie de chemin de fer qui relie une grande ville de l'Iran à la ville de Bosra, en Irak, que cette voie, c'est une voie en fait, qui est importante pour le renforcement des relations économiques entre les deux et la complémentarité économique. Et il a dit que de toute façon, l'Iran est prêt il est ouvert à toute bonne relation avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec la Jordanie, et que de toute façon, nous sommes ouverts à toutes les relations, toutes bonnes, à des bonnes relations avec tous les pays de la région, parce que ce n'est que comme ça que nous sauvegardons les intérêts de la région et la sécurité dans notre région, en dehors de toute intervention étrangère, laquelle intervention étrangère, lorsqu'elle a lieu, elle ne fait que créer le chaos et l'instabilité. Donc, c'est une rencontre qui est très importante, qui initialise vraiment
des bases nouvelles, en fait, dans les relations dans la région. Je dirais pas des bases nouvelles, mais qui renforcent des bases existantes, mais qui affirment des principes quand même de rejet de toute intervention étrangère, donc appelant ainsi les forces américaines à quitter la région totalement, comme ça a été dit et affirmé au lendemain, je dirais, de l'assassinat du grand général Soleimani, en fait, où le Parlement irakien a voté à l'unanimité la nécessité pour les forces américaines de quitter le pays, chose qui n'a toujours pas été faite alors qu'ils auraient dû quitter fin 2011, 2000, pardon, 21. 2021. Mhm. Voilà. Et là, c'est remis à fin 2022. Voilà. Ok. Eh bien, Issa Midani, merci beaucoup. Cet entretien touche à sa fin. Je vais mentionner juste en nous quittant deux choses que je vais te demander de ne pas commenter. Donc il y a eu la réunion du G7 d'un côté et en face la réunion, ou un peu avant, la réunion des pays du BRICS qui a réaffirmé la nécessité de l'avènement d'un monde multipolaire. Voilà, Aïssa Mediani, merci beaucoup pour cet entretien, pour tes analyses et les informations que tu nous as apportées. Je remercie également les internautes pour leur fidélité, pour leurs messages toujours très bienveillants dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir à lire. Et eh bien, je vous donne rendez-vous à bientôt. Peut-être la date n'est pas encore fixée pour le prochain site rep, donc ne nous en voulez pas si ce serait peut-être pas 2 semaines pile la prochaine fois. Aïssar, merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël, et merci à tous nos internautes, et à très bientôt. Et je vous Ciao. souhaite bonnes vacances, hein. Oui, c'est vrai, bonnes vacances. Si on peut parler de bonnes vacances, voilà. Oui, vu le contexte. Mais bon, il faut essayer quand même. Ouais. À bientôt.